Bienvenue à nos 20 minutes, on se donne rendez-vous avec AG2R La Mondiale, votre séquence orientée retraite. Alors aujourd'hui, pour répondre aux interrogations des entrepreneurs sur un sujet d'actualité lié à leur protection sociale, nous donnerons la parole à un expert, Franck Gisclard, responsable expertise retraite chez AG2R La Mondiale. Alors la loi Pacte a réformé intégralement l'épargne retraite avec la mise en place d'un plan d'épargne retraite appelé PER. Bonjour Franck, bonjour Thierry. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons en effet parler d'un élément majeur de votre protection sociale avec le plan d'épargne retraite entré en application le 1er octobre 2019. L'objectif affirmé est double. Inciter les Français à épargner massivement avec une collecte estimée de 300 milliards d'euros et faire sortir les fonds garantis de l'assurance vie pour les injecter dans l'économie. Bien nécessaire de comprendre que ce nouveau dispositif englobe désormais toutes les solutions de retraite supplémentaires et surtout il reprend tous les anciens dispositifs existants. Beaucoup de questions se posent donc, Franck. Alors, démarrons Franck, pouvez-vous resituer le nouveau cadre de l'épargne retraite avec cette nouvelle législation ? Un nouveau plan d'épargne retraite, c'est bien, mais qu'a-t-il de si différent avec les anciens régimes ? Qu'a-t-il d'attrayant pour l'épargnant ? Et pouvez-vous nous présenter le dispositif et ses nouveaux atouts ? Alors oui, Corinne, il est très attrayant. Maintenant, il faut certainement revenir sur le pourquoi ça existe. Le pourquoi ça existe, pourquoi toutes ces solutions existent, dont fait partie le PER. C'est tout simplement parce qu'évidemment, le niveau des pensions baisse. Le taux, ce qu'on appelle un taux de pension, un taux de remplacement, un taux de pension, c'est la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous aurez au moment où vous prenez votre retraite. Je vais prendre un exemple simple. Si vous gagnez 200 et si vous auriez dû avoir 100, les réformes passées, en fait, n'en donnent que, entre guillemets, 80. Donc, vous avez perdu 20. Et donc, c'est pour compenser ces 20 que le législateur, justement, face à cet élément coercitif, réduction, justement, des niveaux de pension pour sauvegarder un système de répartition auquel on est tous attachés. Voilà. Mais en même temps, ce côté coercitif, face à ce côté coercitif, le législateur, il fournit des solutions aux citoyens pour dire, ok, il va vous manquer 20, mais on met en place toute une batterie de solutions individuelles, collectives, à titre privé ou à titre professionnel. Voilà, alors c'est à cotisation définie, à prestation définie, enfin il y a toute une batterie de solutions. Le PER en fait partie, et effectivement, il a réformé une grande partie de ces solutions, pas toutes. Mais l'avantage majeur de ce PER, c'est, un, évidemment, la sortie en capital, deux, il peut être transféré. Voilà, donc il est portable, on va dire. Je peux avoir plusieurs trajectoires professionnelles, il y a un aspect portabilité, c'est extrêmement intéressant. Et puis il y a un nouveau cas de rachat qui a été introduit dans ce PER, qui est le rachat pour résidence principale, qui est loin d'être idiot, parce qu'on sait très bien que déjà la première chose à faire quand on est à la retraite, c'est être propriétaire de sa résidence principale. Et en fait, le PER, à travers ça, fournit déjà des solutions pour répondre à ça. Donc voilà, il est attrayant, il est nouveau, voilà, il a des avantages, il vient réformer une partie et pas toutes des solutions qui existaient déjà. Donc on va en parler. Voilà. Passons justement côté transfert, nous en parlerons plus tard. Merci d'avoir défini le cadre général du plan d'épargne retraite, mais mettons l'accent dès à présent sur un dispositif collectif incitatif, le PERO, plan d'épargne retraite obligatoire. Pourtant, de prime abord, il se rapproche fortement de l'ex-article 83 du Code général des impôts. Alors, en quoi serait-il si différent ? C'est vrai Thierry, qu'effectivement il y a des points communs. Le PER obligatoire dit PERO par rapport à l'ex 83, déjà il y a des points de similitude qui sont les enveloppes fiscales par exemple, qui sont les mêmes. Ce PERO peut constituer aussi de la rente viagère dans l'un de ces trois compartiments, on y reviendra puisqu'il y a trois compartiments à l'intérieur du PER obligatoire. Dans le compartiment 3 de ce PER obligatoire, j'ai la possibilité d'avoir une rente viagère. Donc ça existait déjà sur les anciens contrats Madelin, contrat 83 pardon. Et puis vous avez le mode de mise en place qui lui ne change pas. Le mode de mise en place qui est via l'article 911-1 du Code de la Sécu, du Code de la Sécurité sociale. Voilà, ça, ce mode de mise en place ne change pas. Mais à côté de tous ces éléments, on va dire communs, il y a des différences extrêmement fortes, non pas sur le compartiment 3 du PER obligatoire, qui va constituer de la rente comme le faisait l'ancien 83. Par contre, sur les compartiments 2 qui concernent l'épargne salariale et le compartiment 1 du PER obligatoire qui concerne les versements volontaires du salarié à l'intérieur, là, il y a des changements extrêmement intéressants.
Donc on a bien compris les incitations fiscales et sociales du nouveau régime, mais on parle de Perrot avec le terme obligatoire. Ce terme peut effrayer de prime abord aussi le chef d'entreprise. Comment le rassurer? Déjà, il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire alors que c'est marqué obligatoire. Ouais, alors que c'est marqué obligatoire. Voilà, c'est vrai. Mais il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire c'est une volonté de. Hein, c'est une volonté de faire. Donc c'est un régime qui est facultatif. Je le fais ou je ne le fais pas. Maintenant, si je le fais, Thierry, effectivement, pour que je puisse bénéficier d'un traitement fiscal et social avantageux sur ce PER, là, effectivement, il y a un certain aspect conformité, il y a une réglementation, il y a une conformité qui nécessite que l'adhésion soit obligatoire de l'ensemble des salariés ou que d'une catégorie. Hein. Donc il y a un aspect conformité qui trace un peu un aspect obligatoire, mais il n'y a aucun aspect obligatoire à faire ça. Hein. Je suis chef d'entreprise, je n'ai pas d'obligation. En revanche, ça peut être intéressant de le faire, même si c'est facultatif, ça peut être hyper intéressant de le faire. Je suis rassuré. Mais sur le plan technique, quelles sont les qualités nouvelles et essentielles de ce nouveau Perrot? On le disait tout à l'heure, le PER obligatoire, c'est un PER hein, déjà. Le PER obligatoire, c'est un PER. Donc le PER, il est compartimenté en 3 parties. Hein. Vous avez le compartiment 3 du PER qui, lui, reçoit les versements obligatoires, pour le coup, là, Thierry, de l'employeur. Puisque je ne peux pas ouvrir un PER obligatoire sans que l'employeur verse. Et pour qu'il verse, il faut qu'il le fasse dans le compartiment 3 du Perrot. Voilà. C'est la seule obligation. Voilà. Donc une fois que j'ai ouvert ce PER obligatoire, j'ai ensuite les 2 autres compartiments qui sont au-dessus, qui vont s'ouvrir. Le compartiment 1, il est pour mes salariés. Ils peuvent abonder dans ce Perrot, ils peuvent verser en déduction et se constituer des capitales. Dit autrement, Thierry, si mon employeur ne met pas ça en place, je ne peux pas abonder à l'intérieur et donc je ne peux pas me faire des capitales, donc c'est intéressant pour le salarié. Et puis il y a le compartiment 2 qui est entre les deux, qui est certainement le plus intéressant, parce que ça permet aux salariés de gérer notamment les jours de repos non pris, donc les jours de congé, d'RTT, que je ne prends pas sur l'année. Si je les positionne à l'intérieur de ce dispositif dans le compartiment 2, là je vais pouvoir me créer, non pas une rente viagère imposable, ou un capital imposable, un capital totalement exonéré d'impôts. Donc c'est extrêmement intéressant. Le compartiment 3 crée de la rente, et c'est l'employeur qui met une cotisation dedans. À partir du moment où la cotisation est faite, s'ouvrent les compartiments 2 et 1 qui sont vraiment de vraies opportunités qui n'existaient pas avant. Alors justement, parlons pratico-pratique. Je suis salarié. Dois-je déclarer sur ma feuille d'imposition le Perrot mis en place dans mon entreprise? Et si oui, dans quelle case? Alors oui, là on est en plein dans le compartiment 3, c'est-à-dire mon employeur fait un versement obligatoire sur ce PER obligatoire, sur ce Perrot. Cette cotisation-là doit venir dans ma déclaration de revenus, dans ce qui s'appelle la rubrique 6, là, liée à l'épargne retraite, et ça doit arriver dans la case 6Q, S ou autre, hein, mais c'est la case 6Q qui sert à, d'une part parce que je suis exonéré de ce versement obligatoire, c'est-à-dire que je ne paie pas d'impôt, moi en tant que salarié, sur ce versement. Donc comme je suis exonéré sur ce versement, donc c'est un vrai avantage, je l'indique dans ma déclaration de revenus, et c'est en l'indiquant dans cette case que ça va venir derrière recalculer mes enveloppes fiscales auxquelles j'ai droit en déduction dans le compartiment 1 du PER. Voilà, donc tout est assez lié, et voilà pourquoi il faut que j'indique ce versement obligatoire ici. Je suis salarié, j'ai fait un versement volontaire sur mon Perrot, même question, où remplir cette déduction dans ma déclaration? Ouais, bonne question, Corinne. Alors on est toujours dans la rubrique 6 de la déclaration de revenus, la fameuse 2042, donc la rubrique 6 qui est liée à l'épargne retraite. En fait, ce montant, donc mon employeur a ouvert le Perrot, il a fait un versement obligatoire dans le compartiment 3, ça m'ouvre donc le compartiment 1, je décide de faire un versement dans ce Perrot, je décide de le déduire. Pour qu'il soit déduit, il va apparaître dans ma déclaration en ligne automatiquement, hein, il va apparaître dans une case grisée. Il faut que je prenne ce versement, par exemple si j'ai mis 3 000 € de versement sur mon Perrot, il faut que je confirme que ces 3 000 € viendront en déduction de mon revenu global. Et donc pour les confirmer, il faut que je les mette dans la case 6N. Si je ne le fais pas, en fait, je loupe la déduction. Donc c'est une très bonne question, Corinne, parce que on peut passer à côté et c'est dommage. Voilà, ce serait dommage. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, en effet, ce dispositif est bien différent de l'ancien régime article 83. Là, maintenant, je suis chef d'entreprise. Pourquoi devrais-je souscrire en priorité
un Perrot pour mes salariés? Déjà pour une question assez simple, c'est quand on sait que recruter coûte plus cher que fidéliser. Toutes les études montrent que recruter coûte plus cher que fidéliser. Voilà. En fait, ce Perrot, il doit être perçu non pas comme un simple produit de retraite, on voit bien que ce n'est pas ça. Hein. Ce Perrot, il doit être perçu comme un vrai outil RH de rémunération, de fidélisation de mon personnel. Et en fait, c'est un outil que je peux piloter. Il peut être réservé à l'ensemble du personnel, il peut être catégoriel. J'ajuste le taux de cotisation au niveau que je souhaite. Donc on a bien compris que dans ce Perrot, il y avait 3 compartiments, que le compartiment 3, il est associé à l'employeur. Il faut que son compartiment soit ouvert pour que les 2 autres soient ouverts. Je décide par exemple de mettre 2% de cotisation sur le compartiment 3. Je vais donc ouvrir les compartiments 2 et 1 pour mes salariés. Et en ouvrant ces compartiments, évidemment, je donne des opportunités à mes salariés, soit de se constituer des capitals en déduction d'impôt, on vient de le voir tout à l'heure, soit pour mes salariés qui sont le plus investis souvent dans l'entreprise et qui donc souvent ne prennent pas leurs jours de congé ou de RTT, qui peuvent les louper, je donne l'opportunité à ces salariés qui donc s'investissent le plus à positionner ces jours dans le compartiment 2 et donc à ne pas les perdre. Il n'y a que se constituer un capital demain qui est totalement exonéré d'impôt. Donc on voit bien que c'est à la fois un outil d'épargne retraite, à la fois un outil RH, à la fois un outil de gestion des jours de repos non pris, jours de congé RTT. Voilà, ce n'est pas un simple produit de retraite. Et c'est ça l'intérêt pour un employeur de mettre ce type de dispositif en place. Parce que recruter coûte plus cher que fidéliser. Et cet outil est un outil de fidélisation comme d'autres, bien sûr. Mais il a cet aspect novateur qui vient renforcer les outils qui sont mis à ma disposition si je suis employeur. Alors, à vous écouter, l'humain est vraiment mis au cœur du dispositif retraite. Oui, Corinne, encore une fois, parce que si mon employeur met en place ce dispositif, on va le prendre à l'envers. S'il ne le fait pas, alors qu'en fait, je peux avoir une offre d'emploi d'un employeur B. Je suis chez l'employeur A. L'employeur A décide de ne pas mettre ça en place, pour X raisons. Il ne le fait pas. J'ai une offre d'emploi chez l'employeur B qui a mis en place ce dispositif. Bien évidemment que ça va faire partie de l'offre de recrutement qui est en face. Et donc, quel intérêt, à l'inverse, j'aurais à partir, par exemple, à salaire identique, quel intérêt j'aurais à partir si l'employeur pour lequel je travaille aujourd'hui a mis en place ce dispositif, puisqu'il est avantageux pour moi. Puisqu'en fait, la cotisation obligatoire qu'il va positionner dans le compartiment 3, c'est ça de moins que j'aurais épargné pour ma retraite demain. Donc en fait, quand l'employeur injecte de la cotisation dans ce compartiment, le compartiment 3 du Perrot, il me reconstruit du pouvoir d'achat pour demain. Et en fait, c'est ça qui est génial, parce qu'il me verse un salaire aujourd'hui qui correspond à un pouvoir d'achat, et ensuite, il injecte dans ce Perrot une cotisation qui va servir également à reconstruire du pouvoir d'achat quand je serai à la retraite. En fait, mon employeur, il reste en vie, je dirais, tout le long de ma vie, à la fois sur ma période professionnelle et à la fois sur ma période privée. Il est là tout le temps, il sera présent tout le temps, il s'inscrit dans le temps. Et donc, il y a une sorte de cohésion sociale très forte qui est faite avec ce dispositif parce que je ne pourrai jamais oublier mon employeur puisque c'est lui qui a participé au pouvoir d'achat, à mon pouvoir d'achat, quand je serai à la retraite. Et on a bien compris que ce pouvoir d'achat, il va être extrêmement impacté quand je vais m'arrêter, il va être impacté à la baisse, et que cette participation-là va m'aider à subvenir à des besoins que je n'aurai pas donc à financer à titre personnel, puisque c'est lui qui l'aura fait. Et donc si c'est lui qui le fait, Corinne, ça participe à mon pouvoir d'achat actuel. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai de moins à faire. Et non seulement c'est ce que j'ai de moins à faire aujourd'hui, mais en plus il me reconstruit du pouvoir d'achat pour demain. C'est ça l'intérêt de le faire pour mes salariés. Principalement, en plus de la gestion des jours de congé, etc., qui est un outil RH. Mais là, c'est de s'inscrire dans le temps, dans la construction du pouvoir d'achat de mes salariés. Alors justement, Franck, question légitime que se pose désormais le chef d'entreprise. Je suis convaincu par l'ouverture d'un Perrot, mais j'avais souscrit antérieurement un article 83. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Bon, déjà Thierry, bravo. Parce que si votre employeur avait ouvert un 83, ça veut dire qu'il était déjà dans cet objectif de participer à la construction de votre pouvoir d'achat demain, au moment où vous en aurez le plus besoin, puisque c'est au moment où on est à la retraite qu'on va en avoir réellement le plus besoin. Donc déjà, bravo. Mais quel intérêt il aura à basculer ? Déjà, bon, il y a un intérêt comptable. Je dirais c'est la cerise sur le gâteau, entre guillemets. C'est le forfait social
qui baisse de 4 points. Hein. Vous avez un forfait social de 20% sur le 83, l'ex-83, là vous avez un forfait social de 16, donc vous gagnez 4 points. Donc 4 points rapportés à 20%, ça fait quand même 20% hein, d'économie, donc c'est pas neutre. Voilà. Mais toujours pareil, quel intérêt il aurait à faire ça? Parce que mon 83 ne génère que de la rente viagère, quels que soient les versements que je mets dedans. Mes versements obligatoires, des jours de congé non pris, des versements facultatifs, tout ce que je mets dans un 83 ne génère qu'une rente viagère. C'est pas péjoratif, mais c'est la réalité. En revanche, je fais les mêmes opérations avec un Perrault. Le compartiment 3 va générer de la rente viagère aussi, comme le 83. En revanche, mon compartiment 2 va générer du capital non imposable. Mon compartiment 1 va générer du capital partiellement imposable. Alors que ça générait que de la rente viagère. Évidemment que j'ai tout intérêt à basculer, non pas à transférer mon 83, mais à basculer mes cotisations du 83 actuel vers le Perrault. Et surtout pas à transférer les provisions mathématiques qui souvent ont créé des rentes sur des bases techniques plus élevées. Voilà. Et chef d'entreprise qui a basculé les cotisations, quid de mes droits issus de mon ancien article 83? Encore une fois, tout va bien. Parce qu'à partir du moment où je touche à rien, rien ne se produit. Hein. Je stoppe les cotisations, je ne les transfère pas justement, je ne transfère pas l'épargne de mon régime collectif vers le Perrault, je stoppe les cotisations uniquement. À partir de là, toutes les rentes qui ont été constituées par mon ancien régime 83 restent acquises. Et souvent, elles ont été acquises, comme on le disait, sur des bases techniques plus élevées que les bases actuelles. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas transférer l'épargne, en règle générale. Il ne faut pas transférer l'épargne des ex-83 vers le Perrault. Voilà. En revanche, on a tout intérêt à basculer les primes pour que les salariés, justement, puissent bénéficier des compartiments 1 et 2, avec tous leurs avantages, qui n'existent pas, par contre, dans le 83. Voilà. Basculer les primes, oui. Basculer les provisions mathématiques, non. Voilà. Ce sont vos conseils? Oui, donc, clairement. Basculer les cotisations. Oui, sauf cas exceptionnel, hein, parce que tout cas mérite une étude, mais voilà, la règle, c'est celle-là. Pour conclure, vous avez d'autres suggestions pour le financement du Perrault par le chef d'entreprise? Oui, parce que non seulement ce dispositif il bénéficie d'un traitement fiscal et social avantageux sur les cotisations obligatoires, et c'est pour ça qu'il n'y a rien d'obligatoire, c'est une volonté de mettre en place ce dispositif. Si je le fais, je dois respecter un certain formalisme, voilà, c'est la seule contrainte. Ce formalisme me donne accès à un traitement fiscal et social avantageux. Donc les cotisations que l'employeur verse, elles sont déjà exonérées socialement, donc de charges sociales, dans certaines limites, et sont exonérées également fiscalement pour mes salariés, dans certaines limites aussi. Donc il y a un avantage fiscal et social. Mais ça va plus loin que ça, Corinne et Thierry, parce que puisque ces cotisations-là sont traitées en charges de personnel, à travers l'article 39 du Code général des impôts, elles sont traitées comme des charges de personnel, comme de la rémunération en fait. Et donc tout ce qui est traité comme charge de personnel passe en réduction de mon résultat imposable, que mon résultat imposable soit à l'IS ou à l'IR. Si j'ai un résultat imposable à l'IS à 25%, 25% c'est un quart. Ça veut dire que sur une année, ma cotisation obligatoire, un trimestre par an, est payée par mon gain d'IS. Une année tous les 4 ans est payée par mon gain d'IS. Donc j'ai un intérêt, en plus de tous les avantages qu'on a vus, à mettre en place ce dispositif. Et pire que ça, entre guillemets, si je suis artisan, commerçant, etc., que je suis à l'IR ou profession libérale, je suis à l'IR, voilà, et je ne suis pas à l'IS. Je vais pouvoir passer mes cotisations obligatoires dans le compartiment 3 en déduction de mon revenu imposable à l'IR. Donc si j'ai une TMI, tranche marginale d'imposition, à 30, 41 ou 45%, je vais gagner 30, 41 ou 45% sur la cotisation. Donc non seulement ça me fait gagner de l'impôt, en plus ça crée de la cohésion sociale, ça fidélise mon personnel, ça joue sur le pouvoir d'achat actuel et de demain de mes salariés. Je participe avec la notion du partage de la valeur, je redistribue la richesse qu'on crée tous ensemble en fait dans mon entreprise, je redistribue cette richesse dans ce dispositif, je participe à la cohésion sociale, je participe à la construction du revenu. À partir de là, je fidélise, j'augmente la fidélisation et c'est pour ça que j'ai tout intérêt à le faire parce qu'on sait que recruter, encore une fois, coûte plus cher que fidéliser. Or là, on a un outil génial pour augmenter la fidélisation. Merci Franck pour ces explications claires qui auront permis aux auditeurs d'avoir des réponses aux questions qu'ils se posaient. C'était l'objectif de cette séquence consacrée à la retraite. 20 minutes, on se donne rendez-vous. Pour éviter toute erreur et utiliser au mieux ce nouveau dispositif, il est recommandé de réaliser un audit de protection sociale qui va vous permettre de chiffrer et de pouvoir décider. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mise en place d'un Perrault
et sur le transfert ou non de l'article 83, rendez-vous sur www.ag2rlamondiale.fr. Que vous soyez client ou non, un conseiller expert en protection sociale sera en capacité de vous accompagner. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.